Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous accompagner pour ce troisième point de marché de la journée, négocié sur marche sur le marché des devises via des produits CFD comportant un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur. Alors, vous avez déjà eu ce matin dans l'émission Good Morning CAC 40 ou Morning Meeting une présentation donc des éléments qui ont été établis hier suite au communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis, suite à la conférence de presse de Janet Yellen, avec un mouvement vendeur qui a été relativement bref au fond et assez impulsif sur le dollar américain avant que ce dernier se reprenne. Mais finalement, il y a beaucoup de choses à dire actuellement sur les marchés financiers. On parlera des rendements obligataires qui se sont à nouveau détendus au sein de la zone euro, avec probablement hier des achats menés par les différentes banques centrales nationales. On reviendra aussi sur ce matin les résultats de la phase 3 du programme TLTRO de la Banque Centrale Européenne, un élément qui était annoncé dans le calendrier économique que vous retrouvez d'ailleurs chaque soir maintenant sur notre site et qui présente les événements de la séance de bourse suivante. Je vais essayer de vous présenter ma synthèse de ce qu'on peut retenir hier, de ce qu'a dit la Fed en gros, et puis on parlera aussi du prix du pétrole, on parlera de la Chine, on parlera de la tendance du yuan renminbi, en tout cas pour sa version cotée à Hong Kong, le fameux CNH, et puis naturellement la suite des événements, les statistiques qui sont attendues, en m'appuyant donc exclusivement, enfin pas seulement, mais essentiellement sur des graphiques intraday en données 4 heures. Alors, concrètement, brièvement, pour ceux finalement qui n'ont pas assisté aux émissions de ce matin, que retenir hier de la Réserve fédérale des États-Unis? Première chose, le fameux abandon du mot patience. Ok, ça c'est une chose, mais patience ne signifie pas impatience. En clair, finalement on n'y voit pas forcément plus clair. Lorsqu'on étudie d'ailleurs l'évolution des contrats futurs sur les Fed Funds, eh bien, en effet, il y a eu globalement un abaissement des anticipations de relèvement des taux. Alors, ces dernières semaines, on avait plutôt un phénomène de rapprochement en termes de proximité temporelle pour ce qui pourrait être un premier relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds aux États-Unis. Mais globalement, je pense que le marché n'est toujours pas en mesure de trancher entre la réunion du mois de juin ou encore celle du mois de septembre. Mais concrètement, admettons tout de même que les éléments qui ont été publiés hier permettent globalement d'abaisser les anticipations en termes temporels de relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis. Hausse du dollar qui a été extrêmement rapide ces derniers mois. C'est sur cet aspect-là que la Réserve fédérale des États-Unis a insisté, sur la vitesse de progression. Elle n'a pas forcément condamné l'appréciation de manière absolue du dollar US. Enfin, finalement, la Fed a toujours considéré qu'un dollar fort était bon pour l'économie américaine, mais c'est davantage la vitesse qui, ici, est remise en cause et qui pourrait peser sur à la fois les perspectives d'inflation et le niveau global des exportations des États-Unis. Donc ça c'est une première chose. Le dollar US d'ailleurs qui globalement conserve sa tendance haussière de fond. On va revenir ici en étudiant un certain nombre de graphiques. En ce qui concerne la zone euro cette fois-ci, ce matin, deux éléments. Premier élément, les résultats donc, de la phase 3 du programme TLTRO, 97,8 milliards d'euros ont été demandés par les banques commerciales au sein de la zone euro. Globalement, c'est une offre de fonds qui était ouverte depuis maintenant plusieurs semaines. Le bilan a été fait ce matin par la Banque Centrale Européenne. Les fonds seront mis à disposition des banques commerciales d'ici une semaine. 97,8 milliards, c'est décevant. Au fond, la situation n'a pas changé. La demande des banques n'est pas suffisamment élevée pour le moment pour envisager un net redressement de la production de crédit bancaire au secteur privé au sein de la zone euro. Je vous parlerai des rendements obligataires au sein de la zone euro et notamment de l'évolution du prix du contrat de taux allemand Bund, sur lequel je vous propose des vues de marché fermement haussières et notamment depuis le début de la semaine avec un contrat qui a grappillé environ 3 points, ce qui est globalement important ici lorsqu'on se positionne dans le cadre d'une stratégie de trading sur ce contrat. Du côté des matières premières, quels sont les fondamentaux? Hier, publication des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis, restockage à nouveau très important, 10 millions de barils sur un rythme hebdomadaire, ce qui est de nature finalement à maintenir le prix de l'énergie sous pression, quand bien même d'ailleurs hier le prix de l'énergie a rebondi grâce à la baisse initiale du dollar américain. Je pense que globalement, cet excès de pétrole, cet excès de stock de pétrole sur les marchés, sur le marché des matières premières, continuera de créer des pressions baissières sur le prix du WTI. D'ailleurs, du côté des matières premières, je jetais un œil à l'évolution du prix des métaux industriels. Alors sur la plateforme
Trading Station, vous avez accès en temps réel au prix du cuivre, ça c'est une chose. Mais il y a un autre métal industriel qui est globalement bien suivi en tant que baromètre de l'activité industrielle, et notamment en Chine par exemple, c'est le prix de l'acier qui lui se maintient toujours à un plus bas depuis la crise. Et d'autre part, donc, nous avons eu ce matin la Banque nationale suisse, attention à la croissance, la Suisse réduit ses prévisions de croissance économique pour les années 2015 et 2016, elle projette désormais une croissance de 0,9% et de 1,8% en 2016, contre respectivement 2,1% et 2,4%. C'était des anticipations de croissance économique qui avaient été fournies avant la suppression du taux plancher du franc suisse, et forcément le franc s'étant fortement apprécié, et bien voilà donc ces nouvelles estimations de croissance économique. Voilà concrètement ce que vous devez retenir des récents événements fondamentaux. Donc depuis hier, cet après-midi 15h, CET 15h heure de Paris, le fameux Philly Fed, un indicateur avancé dans le secteur manufacturier qui est ici tout à fait important, et à 15h30 l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz naturel. Alors, moi je vais revenir en fait dans l'ordre sur ces éléments que je vous ai commentés, et commençons par, une fois n'est pas coutume, la tendance de la devise chinoise, le yuan renminbi, mais pour ce qui est de sa cotation dit offshore, le cours offshore du yuan renminbi, celui qui est coté à Hong Kong, à ne pas confondre avec celui dont le mnémonique est CNY et qui est coté à Shanghai. C'est donc le seul actif en lien avec l'économie chinoise qui est disponible ici sur la plateforme. C'était un risque envisagé et annoncé par la Banque centrale de Chine. La Banque populaire de Chine est intervenue sur le marché des changes pour neutraliser la dépréciation du yuan renminbi, car forcément ça fait partie des pays qui, si la dépréciation de la monnaie prend trop d'ampleur, peut à terme créer finalement une baisse des liquidités qui sont investies dans le pays, en tout cas la baisse des investissements étrangers, et c'est ce qui finalement inquiétait, je pense, la Banque populaire de Chine. Elle est donc intervenue pour créer un phénomène de renchérissement du yuan face au dollar US. Que doit-on en penser? Alors pour tenter de répondre à cette question, je vais utiliser tout d'abord un graphique en données journalières ici, de l'USD-CNH, et je vais vous en rappeler globalement le suivi qu'on vous propose. Sur la paire de devises USD-CNH, la première analyse haussière qu'on vous a proposée remonte au mois de novembre 2014, à la cassure ici d'un niveau à 6,14, cassure d'une ligne de tendance baissière, un signal d'achat qui avait été donné précisément le 24 novembre 2014. Vous pouvez parcourir l'historique des analyses Forex sur notre site pour retrouver notamment ces analyses qui datent du dernier trimestre 2014. Depuis, un certain nombre d'objectifs ont été atteints, environ 2000 pips de progression, ce qui forcément a amené la Banque centrale à intervenir, avec un signal d'essoufflement qui a été donné sous les 6,30, avec un certain nombre d'éléments techniques, et notamment la formation ici d'une structure en épaule, tête-épaule sous les 6,30, avec la cassure de la ligne de coup à 6,26, donnant le point de départ d'une phase de consolidation. Ne pas se précipiter, je pense, à l'achat ici sur cette paire de devises, parce que nous n'avons pas encore la certitude que les interventions de la Banque populaire de Chine sont révolues. D'autre part, l'analyse technique ici en données journalières suggère certes que le momentum approche de la zone de survente, mais il va falloir du temps, d'une part, pénétrer cette zone de survente, voir les cours former un début de support et envisager des divergences haussières ou un momentum qui suggérerait que les prix commenceraient à établir un niveau de support satisfaisant. Alors, d'un point de vue de chartiste, il y a un niveau ici à 6,20,50, 6,20, mais le gros niveau de chartiste, je dirais que c'est le niveau des 6,18,30. Alors, pour le moment, il me semble un peu trop tôt pour se repositionner dans le sens de la tendance haussière sur l'USD-CNH, mais je l'ai à l'œil, cette paire de devises, je surveille, notamment sur l'horizon de temps 4 heures, ce qui pourrait être les prémices d'une divergence ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, en l'état, suite à ce renchérissement du yuan sur le marché des changes face au dollar US, il est probablement encore un peu trop tôt pour envisager de se repositionner dans le sens de la tendance haussière. J'invite donc les auditeurs à faire preuve de patience sur ce marché. On peut aussi étudier ici un ratio de retracement. Et voilà, le marché en effet se stabilise sur 50% de retracement. Ça peut être le point bas, sauf que il faut laisser le temps déjà de construire un creux. Pourquoi pas une figure d'inversion de tendance ou au moins un début de divergence, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, il est possible que les 6,20 soient finalement un niveau de prix sur lequel le USD-CNH se stabilisera. Patience,
pour le moment, c'est trop tôt, je pense, pour envisager un redémarrage de la tendance haussière. Alors j'ai commencé par l'USD-CNH parce que, au fond, c'est dans l'ordre chronologique, c'était la session asiatique. Maintenant, laissez-moi revenir sur l'évolution du contrat de taux allemand Bund, qui lui est directement impacté cette semaine par la poursuite du programme PSPP, donc le fameux programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Il y a quelque chose ce matin qui devrait amener la Banque Centrale Européenne à maintenir encore durablement ses mesures de soutien. C'est, je dirais, l'échec relatif de la phase 3 du programme TLTRO, avec 97,8 milliards d'euros, autant pour moi, demandés par les banques commerciales au sein de la zone euro, ce qui est, je pense, c'est décevant, mais c'est finalement pas forcément plus décevant que la phase 1 et la phase 3. En tout cas, cela montre toujours que du côté des banques commerciales, il n'y a pas non plus là une volonté de se précipiter vers les liquidités pour ensuite les disséminer dans l'économie réelle. Donc je pense que ça fait partie des indicateurs qui montrent à la Banque Centrale Européenne qu'il va falloir maintenir pied au plancher les différentes mesures monétaires de soutien à l'économie. En l'état, depuis le début de la semaine, le contrat de taux allemand Bund bénéficie des achats de la Bundesbank, voilà, qui se charge en fait d'acheter ce contrat de taux. Quelle est l'évolution générale des rendements obligataires au sein de la zone euro? Depuis le début de la semaine, le Bund a perdu presque 9 points de base, l'OAT a perdu 6 points de base. Il y a eu une légère tension des rendements obligataires dans les pays du sud de l'Europe, et bon, forcément en Grèce, voilà, on est repassé, on s'approche de 11%. Bon, il y a toujours là beaucoup de spéculations entre les dernières tractations entre la Grèce et l'Eurogroupe, avec toujours des craintes, finalement des craintes sur finalement le scénario d'un maintien ou non de la Grèce au sein de la zone euro. Bon, ça fait partie finalement maintenant du commun. Tous les jours, on a du news flow là-dessus, et ça peut durer tout à fait jusqu'à la fin du mois d'avril. En ce qui concerne le Bund, vous avez sous les yeux le contrat pour la différence FX-ECM, formation d'un support en début de semaine sur le niveau de prix des 157,40. Alors forcément, si le rendement se détend, le prix augmente. Ça, c'est une relation que vous devez bien comprendre. Un signal d'achat a été donné hier à la cassure de cette ligne de tendance. Ensuite, les prix ont dépassé ici la moyenne mobile simple à 20 jours. Donc c'est la moyenne mobile à 20 jours qui est positionnée ici sur les bougies japonaises en données 4 heures. C'est pas compliqué. Lorsque vous ajoutez l'indicateur de tendance, vous faites un double clic sur l'indicateur. Vous avez un onglet Data Source. Et ici, vous pouvez choisir la période, donc D1. La moyenne mobile à 20 jours sert désormais de support au Bund. Je pense que tant que le prix se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, alors elle est ce qu'elle est. Je dois admettre que la représentation graphique ici de notre CFD est un peu biaisée par le fait que notre graphique ne corrige pas les effets du contrat qui a changé d'échéance. C'est un fait. Quand bien même, bon, l'analyse technique, elle fonctionne là quand même. Alors, au-dessus de la MM20, toujours un biais positif pour viser les 160 et ensuite de nouveaux sommets historiques. Le scénario, c'est toujours finalement le fait que le rendement allemand à 10 ans devrait tendre petit à petit vers 0. C'est globalement ce qu'anticipe le marché et ce qui se comprend finalement aussi du point de vue des fondamentaux. Alors pour varier avec ce qui vous est proposé depuis ce matin, je ne vais pas respecter l'ordre habituel, on va parler matières premières, puis on verra pour après les paires majeures, ça a été très bien couvert déjà ce matin. Parlons matières premières, parlons pétrole. Voilà, parlons pétrole. Quels sont les fondamentaux du prix du pétrole sur le marché des matières premières? Tout d'abord les conditions, je dirais, de l'offre. Les conditions de l'offre, elles sont toujours, je dirais, excessive. Lorsque vous étudiez par exemple l'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis, le restockage sur un rythme hebdomadaire, il reste très élevé. Encore hier, pas loin de 10 millions de barils. L'excès de pétrole sur le marché est importante. Ça c'est donc une chose à noter. Et d'autre part, ce que nous rappellent régulièrement des organismes du type l'Agence internationale de l'énergie, c'est qu'on ne peut pas dire que le niveau de la demande soit sur ses records historiques. Et à cela, hier est venue s'ajouter une baisse peut-être ponctuelle du dollar US qui a rapidement renoué avec sa tendance haussière. On va étudier tout à l'heure les bougies japonaises en données 5 minutes de l'euro-dollar. J'ai tenté hier de décortiquer le mouvement de l'euro-dollar à l'aide des bougies japonaises 5 minutes et je vais notamment vous montrer
l'indicateur de volume réel FXECM et vous allez bien observer qu'en l'espace de 5 minutes, il y a eu un pic sur le volume monétaire envoyé dans le marché et un pic sur les transactions. Tout ça pour dire que nous avons probablement eu hier un événement qui s'apparentait peut-être à des stops de vendeurs tardifs. D'ailleurs, les données de notre Speculative Sentiment Index indiquaient en amont du FOMC qu'une grande majorité des traders particuliers étaient vendeurs. Et probablement que ces traders particuliers vendeurs tardifs ont pour la plupart vu leur position de trading vendeuse se faire déboucler. Alors, les prix du pétrole hier, et notamment ici notre CFD US Oil, ont rebondi de manière assez forte, essentiellement parce que je pense que le dollar US a corrigé, mais le dollar US se reprend. Comment lire cette reprise? Eh bien, mon opinion est qu'il s'agit d'une opportunité d'aller chercher des résistances pour vendre le pétrole. Petit bémol, il est vrai que les cours du pétrole avaient réalisé ici la cassure des plus bas de janvier, et hier ont réintégré ce niveau de prix. Mais finalement, c'est une réintégration qui n'est pas réellement fondamentale, c'est plus une réintégration du fait des mouvements du dollar US. Donc j'aurais tendance à dire que sous la moyenne mobile à 20 jours, qui conserve ici une pente baissière, je m'intéresse plutôt à chercher des niveaux de résistance. Ce qui serait vraiment négatif forcément, ce serait de repasser sous ce niveau ici des 43,56 $ sur le prix de l'US Oil. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est globalement ce que je pense. Et du coup, on est hier revenu chercher une résistance ici à 46,70. Donc voilà, sous ce niveau, sous la MM20, sous les 47,76, eh bien je pense que le risque est plutôt toujours à un redémarrage de la tendance baissière. Opportunité de short, de stratégie de vente, pardon, sur le Yucca Oil avec un pullback sur l'ancienne ligne de tendance haussière qui avait été brisée par le marché le 13 mars. Donc vous avez ici la tendance du pétrole, du Brent, représenté par notre CFD Yucca Oil. Les cours sont à nouveau couverts par la moyenne mobile à 20 jours, qui est représentée ici sur un graphique intraday en données 4 heures. Les prix avaient brisé le 13 mars une ligne de tendance haussière, et je pense qu'hier ils ont simplement effectué un pullback. Pour le court terme immédiat, je pense que le risque est à une retombée du WTI vers ses plus bas, une retombée du Brent vers les 52,40 et puis potentiellement derrière la cassure de ce niveau de support. Alors il y a un élément aussi qui peut être conjoncturel sur le court terme. Il semblerait que nous soyons entrés dans une période où les raffineries asiatiques et notamment chinoises entrent dans une période de maintenance. Donc voilà, ça aussi ça fait partie des éléments dont il faut tenir compte. Mais c'est conjoncturel, c'est temporel en fait, c'est globalement cyclique. Bon, en tout cas, voilà ce que je peux vous livrer sur le Yucca Oil et le US Oil. J'utilise la moyenne mobile à 20 jours pour statuer sur la tendance de fond de ces deux marchés. Voilà donc ce que je pouvais vous livrer sur ces matières premières. Maintenant, qu'en est-il de l'once d'or et de l'argent? Je pense que, alors forcément hier il y a eu un rebond de l'once d'or, mais c'était probablement une opportunité pour patienter les bonnes résistances et adopter des stratégies de vente, étant donné que globalement le dollar US est resté, conserve sa tendance de fond. Il y a d'ailleurs un pullback qui était assez propre lorsque vous étudiez les chandeliers 4 heures ou autres d'ailleurs de notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. C'est assez incroyable de voir à quel point la précision du pullback a été nette, puisque le marché a fait un plus bas à 11 886 points, 11 886 points, précisément au point près, la partie haute du trading range, dont les cours étaient sortis par le haut le 5 mars. Donc, j'aurais tendance à dire que on a quand même des éléments fondamentaux qui font que même si la Fed et le marché globalement abaissent, je dirais, le rythme futur d'un calendrier de relèvement des taux d'intérêt, globalement,
le marché continue de se positionner dans le sens de la tendance haussière du dollar américain. Et globalement, je n'écarte pas le fait que le dollar US fasse rapidement de nouveaux plus hauts. Pour ça, il faudrait donc franchir ici les sommets qui avaient été atteints le 15 et le 16 mars. Et notamment cette résistance ici à 12 148. J'ai presque même l'impression qu'on fait une espèce de structure en V-bottom sur le dollar US ici en H4. Et donc voilà, il y a quand même un risque de repartir fortement à la hausse sur le dollar US, ce qui globalement devrait maintenir le prix des matières premières sous pression, et notamment les métaux précieux, avec un once d'or qui cale sous la résistance à 1175 $, ou encore et les cours de l'argent. Alors non, ça c'est l'or, je vais vous montrer les cours de l'argent si je retrouve mon chart. Le voici. Et l'argent, lui, a vraiment offert un beau pullback, puisqu'il est venu chercher ici la résistance à 16,03. Alors il faut quand même être méfiant, parce que pour le moment il y a deux façons de voir les choses. Soit on ne fait que retracer l'espèce d'impulsion haussière qu'il y a eu hier en fin de session, soit on a simplement effectué des pullbacks sous résistance et la tendance baissière de fond redémarre. Bon, pour répondre à cette question, j'aurais tendance à continuer d'accorder ma confiance à la tendance de notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. Tant que ce dernier préserve une construction graphique haussière, eh bien je considérerais que la tendance du dollar US reste haussière. Il y avait forcément, vous allez me dire c'est facile après coup, mais au fond l'analyse technique permettrait de cadrer les mouvements. L'USD Yen évolue au sein d'un canal de hausse depuis le 15 janvier. Hier, il est venu chercher la partie basse, en venant chercher le niveau des 119,50. Ce que je pense de l'USD Yen est assez similaire à ce que je pense du dollar US, à savoir qu'il y avait une opportunité ici de se placer pour envisager sur le court terme un redémarrage du dollar US au moins en direction des 121,50. 121,50, une petite résistance intermédiaire que le marché avait construit depuis la séance du 10 mars, et puis probablement derrière la capacité de voir l'USD Yen cette fois-ci dépasser les 122 yens. Alors, le mouvement qui a eu lieu hier a été quand même assez brutal. Vous avez ici sous les yeux les chandeliers japonais en données 4 heures de l'euro-dollar, mais je vais vous montrer les bougies japonaises 5 minutes. Et notamment un chandelier 5 minutes ici qui a eu lieu à 21h. À 21h, il y a un décalage de 200 pips. Énorme. Énorme. Donc entre 21h et 21h05, il y a un décalage de 220 pips. Dans ce décalage de 220 pips, je pense qu'il s'agit essentiellement de positions vendeuses tardives stoppées par le marché, étant donné que derrière, on ne peut pas dire qu'un consensus acheteur a vu le jour. J'ai même davantage l'impression qu'il y a davantage de vendeurs, au final. Au final, ça me donne ce sentiment. Je vais positionner les indicateurs de volume. L'idée, c'est de savoir si sur ce chandelier 5 minutes entre 20h et 21h, est-ce que l'essentiel du volume d'échange s'est manifesté. Et notamment, jetons un œil au nombre de transactions. Le nombre de transactions, c'est quoi? C'est le nombre de tickets d'ordre validés au moment de cette mèche. Donc je les charge. Vous avez sous les yeux donc le volume d'échange réel des traders particuliers chez FXCM dans le monde, et sans surprise, entre 21h et 21h05, eh bien, vous avez ici notamment 15 261 tickets. Enfin, concrètement, un pic ici sur le nombre de transactions en l'espace de 5 minutes. Et vous voyez après que tout s'est globalement dégonflé. Donc je pense que clairement dans cet histogramme ici du volume d'échange réel, tant du point de vue du volume que du point de vue du nombre de transactions, donc le nombre de tickets d'ordre validés sur les plateformes FXCM à travers le monde, ce sont essentiellement, je pense, ici des stops de protection, puisque le volume s'est tout de suite écrasé suite à ces 5 minutes, et il n'y a eu aucun volume à l'achat. Voilà. Donc c'est au fond une espèce de pike, de pointe comme ça vers le haut, avec probablement le débouclement de positions vendeuses tardives. Donc je n'y vois pas l'amorce d'un mouvement haussier majeur. Et d'ailleurs, le taux de change euro-dollar depuis est bien retombé.
Il y a désormais un pivot en effet qui a été souligné ici, qu'on pourrait situer aux alentours des 1,0620, 1,0625. Nous sommes à la croisée des chemins, ligne de tendance haussière en place depuis le 15 mars, un niveau horizontal, cette ancienne oblique de résistance, vous avez l'Apex qui passe à 1,0620. On est sur un support important, un support décisif, mais au fond, je ne suis pas certain que ce niveau de support attire pour le moment beaucoup d'acheteurs. En tout cas, c'est le pivot. J'éviterai d'adopter des stratégies de vente tant que les prix se maintiennent au-dessus de ce niveau de support. Par contre, si jamais l'euro-dollar devait rebasculer sous les 1,06, 1,0620, bah, franchement, c'est que voilà, la tendance baissière de fond reprendrait tout simplement ses droits. Donc l'USD-Yen, c'était celui qui, je trouve graphiquement, qui est le plus intéressant. Mais l'USD-CAD n'était pas moche non plus. L'USD-CAD évolue dans un range depuis le début du mois de février entre 1,2315, enfin entre 1,2380 et 1,28. Hier, il est venu se positionner sur cette ancienne ligne de tendance à 1,2450. Depuis, la progression de l'USD-CAD reprend. Je pense que sur le court terme immédiat, comme l'USD-Yen devrait aller chercher les 122 yens, je pense que l'USD-CAD est bien parti pour revenir tester les 1,28. Et là, franchement, si l'USD-CAD reteste les 1,28, ça pourrait être la bonne. Donc, en tout cas, voilà. Globalement, lorsque je check USD-CAD, USD-Yen, euro-dollar, la façon dont le volume s'est distribué sur tous ces mouvements, ou encore notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, j'ai quand même globalement l'impression que le dollar US et sa tendance haussière restent un peu le facteur qui cadre le prix de nombreux marchés financiers. La UD-USD est retombé aussi vite qu'il est monté, toujours en position sous une oblique de résistance en place depuis le mois de septembre 2014. On retombe de manière d'ailleurs assez rapide, je trouve. Bon bah là aussi le risque sur l'USD, sur la UD-USD, c'est de retomber en direction des plus bas, notamment 0,7590 et voire même 0,7550. Donc ça là-dessus, il n'y a pas photo. Le NZD-USD, c'est globalement la même chose. Les cours sont en train de retomber. Alors sur le NZD-USD, je pense qu'on peut attraper une ligne de tendance. Il y avait d'ailleurs hier les données du PIB en Nouvelle-Zélande. Voilà, je pense qu'on a ce type d'oblique ici. Probablement une espèce de canal. Voilà, c'est assez propre. Hein. Regardez, en données 4 heures, vous avez un beau canal. Ici sur le NZD-USD, ce qui serait vraiment négatif sur le NZD-USD serait de repasser sous les 0,7280. Si le marché rebascule sous 0,7280, alors là ça deviendrait fermement baissier. D'une certaine façon, on a une jambe, une impulsion, on fait une espèce de reprise là. Bon, c'est... Je pense que là, à très court terme, on peut revenir se poser sur le 0,73. Et puis voilà, si ça casse, bah voilà, on repart dans le sens de la tendance baissière. Alors le GBP-USD, bon bah voilà, mécaniquement, on a cette espèce de chandelier hier soir qui fait un peu tâche hein, sur ce graphique. Mais le GBP-USD, je considère toujours que c'est un bon candidat pour des stratégies de vente. La séance d'hier rappelle surtout que des événements comme ça, mieux vaut pas être dans le marché parce que la volatilité est tellement élevée que vous soyez dans le bon sens de la tendance de fond, forcément vous avez ici des chandeliers qui vont stopper toutes vos positions dans le sens de la tendance, c'est un fait. Regardez la bougie japonaise en 5 minutes sur l'euro-dollar, 220 pips en 5 minutes, ce sont 90% de vendeurs qui se sont fait, permettez-moi l'expression, dégommer quoi. Et puis ça retombe, ça retombe. C'est ça le problème avec ce type d'événement, c'est que bah voilà, forcément tous ces ordres, je dirais, de protection sont allés chercher par le marché. D'où l'intérêt généralement d'avoir débouclé ces stratégies de trading en amont, d'identifier, de comprendre les événements, puis de se repositionner ensuite lorsqu'on a bien compris comment le marché interprétait ces données. D'ailleurs, je pense que si j'étudie les bougies 5 minutes sur le GBP-USD et que j'affiche le volume réel, voilà, donc on retrouve idem sur le GBP-USD ici
entre 21h et 21h05 un chandelier d'environ 220 pips. Je vais ajouter le volume d'échange réel et le nombre de transactions qui ont été réalisées en l'espace de 5 minutes. Et sans surprise, regardez le pic ici en 5 minutes, le nombre de transactions qui ont été validées par les traders particuliers chez FXM. Et là, c'est 90% de stop. Et derrière, il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Tout le monde s'est fait sortir et ça retombe. Voilà donc la lecture et comment je vois les choses ici sur ce GBP USD et sur l'euro dollar. Donc concrètement, le risque sur le GBP USD, c'est de rebasculer sur les plus bas, sous les plus bas de l'année 2013, qui s'établissait ici à 1,4813. Finalement, je pense que tous ces marchés ils sont sur des seuils importants. L'euro dollar 1,06, 1,0620. Le GBP USD qui retombe ici à 1,4813. J'ai pas changé d'ailleurs la couleur ici de mes niveaux horizontaux, puisque je considère presque que ces chandeliers hier entre 21h et 21h05 sont des anomalies de marché. Et ça donc ça ne bouleverse pas ma vision d'analyse technique. Pourquoi ce sont des anomalies de marché? Parce qu'il s'agit essentiellement de positions stoppées. Voilà. Donc je pense que le risque c'est quand même de rebasculer ici sous les 1,4813 et de reprendre la direction de la tendance baissière sur le GBP USD. Bon, quant à l'eurodoll, voilà, on est à la croisée des chemins, 1,06, 1,0620. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tenir? Bah, on verra bien. Mais vu comment le marché est retombé, on a retracé 100% de cette énorme impulsion hier. Bah, là, personne qui achète quoi. Voilà donc ce que je pouvais vous livrer comme interprétation sur ces marchés-là. Les marchés actions US. Hier, celui qui m'intéressait, c'était le Nasdaq 100. Et le Nasdaq 100 est toujours, selon moi, un indice boursier intéressant. Il avait tenu 50% de retracement, 4290 points. Il a redonné un signal technique positif en franchissant ici les 4346 points, le précédent top de 2014, brisé de manière marginale, refranchi. Les cours se réappuient dessus, impulsion ici. Le Nasdaq 100 a redépassé ici cette oblique de tendance baissière. On a maintenant un niveau de support ici sur le Nasdaq 100. Et j'aurais presque tendance à dire que désormais on peut exploiter un éventuel test de cette ancienne oblique en positionnant, alors c'est du money management, c'est à votre discrétion, mais éventuellement c'est comme ça que moi j'envisagerais les choses. Si vous vous intéressez par exemple à un achat du Nasdaq 100 sur ce niveau-là, donc elle passe environ à 4400, à ce moment-là je pense qu'on peut mettre un stop assez serré sous les 4380, parce que voilà, j'aimerais pas revoir le Nasdaq 100 repasser en dessous. Ou aussi on a une autre façon de faire qui est d'utiliser voilà, cette ligne de tendance haussière. D'ailleurs, est-ce qu'on peut attraper un canal sympathique? Non, pas réellement. Donc voilà, en tout cas, bon, le Nasdaq 100 m'intéresse et je pense que il y a quand même une probabilité non négligeable de voir le Nasdaq 100 retendre vers ses sommets annuels et voire même tendre vers les sommets de l'année 2000 qui sont aux alentours des 4700 points. Bon, pour le FX, selon ma vision, le dollar US reste fermement haussier. Les marchés actions US et notamment le Nasdaq 100 est l'indice qui m'intéresse le plus dans le sens de la tendance. Le FTSE 600. Alors le FTSE 600, je ne shorterai pas les sommets historiques. Les sommets historiques qui sont là. 6976, bon, 7000 points. On cale en dessous, je l'avoue, on cale en dessous. Mais je pense que pour tout un tas de raisons, bon, vous voyez ici sur l'indicateur technique RSI, on a cassé la résistance. On est quand même remonté de manière très impulsive depuis le 10 mars. La livre sterling est globalement sous pression et de nouvelles perspectives baissières sont ouvertes, notamment face au dollar américain. Le marché et les gérants sont quand même globalement à la recherche d'actifs peut-être en retard. Lorsque le DAX prend 24%, on peut avoir un moment ou un autre envie, je sais pas, de diversifier. Le FTSE prend 3% depuis le début de l'année, 3-4.
La livre sterling commence à s'affaiblir de manière globale, notamment face au dollar US, face à l'euro aussi, elle baisse sur le court terme. Les perspectives de croissance au Royaume-Uni, elles sont quand même plus importantes que celles de la zone euro. Bon, on peut avoir quand même un certain nombre d'éléments qui feraient que le FTSE pourrait prochainement réaliser une cassure haussière des 6975 points. Nous serions alors sur les sommets historiques, nous n'avons aucun repère passé, mais je vous propose ici d'étudier une extension de Fibonacci et une target à 7150 points. Les 7150 points, ils sont susceptibles d'être atteints en avril. Enfin, si le marché réalise une cassure des 7000 points, je pense qu'on peut rapidement tendre en direction ici des 7150 points sur le FTSE 100. Et voilà, sur le court terme, on peut tracer cette ligne de tendance haussière ici sur le FTSE. Donc voilà, on peut imaginer ici une impulsion et un redémarrage. Pour un stop de protection ou pour un éventuel support intéressant, le tout premier support, je le vois à 6860. 6860 points serait le tout premier support. Excusez-moi. Alors, voilà donc ce que je pouvais vous dire sur le FTSE 100, le Bund, j'en ai déjà parlé, le dollar US, j'en ai déjà parlé, les marchés actions de la zone euro temporisent depuis le début de la semaine. Sur le marché actions de la zone euro, je vais vous donner un conseil, indicatif naturellement, c'est d'attendre la moyenne mobile à 20 jours. Il y a deux possibilités, soit les prix vont à la rencontre de la moyenne mobile à 20 jours, simple, soit les prix restent stables, et c'est la moyenne mobile à 20 jours, qui est recalculée chaque soir à la clôture, qui monte en direction des prix. Ce qui me plaît sur l'indice Eurostoxx 50, c'est qu'il est représentatif des actions zone européenne, le DAX, le MIB, l'IBEX, le CAC, en gros, voilà. J'aime bien le canal de hausse qui est propre depuis le 9 février 2015. J'aime bien le rôle de la moyenne mobile à 20 jours. D'ailleurs, si vous avez installé sur la plateforme l'indicateur de disparité relative à la moyenne mobile à 20 jours, je vous invite à étudier le Disparity Index à 20 jours, car il y a peut-être des niveaux de support à aller chercher. Je ne vais pas le faire, mais ça vous pouvez le faire. Ça vous permettrait de savoir si les cours pourraient repartir à la hausse avant de tester la MM20 ou si les cours vont patienter la MM20 pour repartir à la hausse. En tout cas, on a une consolidation qui est, je dirais, salutaire, c'est bien. Peut-être qu'on fait des espèces de drapeaux ici en intraday sur les actions européennes. L'Eurostoxx 50, ça fait un peu drapeau. Et je pense qu'à terme, nous aurons un redémarrage dans le sens de la tendance haussière. Et notamment ici sur l'Eurostoxx 50. Donc autant vous dire que si l'Eurostoxx 50 avance davantage et que si le FTSE franchit ses sommets historiques, bon bah là ce serait clairement un signal haussier de manière globale pour les actions européennes, qu'il s'agisse de celles libellées en francs, celles libellées en euros ou encore celles libellées en livres sterling. D'ailleurs on peut jeter un œil à l'analyse technique de l'indice SMI, donc de la bourse de Zurich. Vous avez pour ça le CFD, alors il faut que j'aille le chercher, le CFD SUI 30. Le CFD SUI 30 représente la tendance générale à la bourse de Zurich. Il a dépassé les sommets qui avaient été établis juste avant la disparition du taux plancher de la Banque nationale suisse face à l'euro. Là aussi, le fait de voir l'indice de Zurich dépasser ses sommets annuels m'invite à penser que le FTSE pourrait faire la même chose et que globalement cela permettrait d'envisager sur le Stoxx Europe 600 une cassure des sommets historiques à 400 points. Donc derrière, il y a toujours du potentiel haussier sur les actions européennes, qu'elles soient britanniques, suisses ou zone européenne. Donc voilà, sur le SMI, on est vraiment pile poil en train de tester les niveaux avant la BNS. Voilà, c'est ça. On ne peut pas réellement dire qu'on est de cassure haussière des 9300 points, il ne faut pas s'emballer. Le SMI me fait beaucoup penser au FTSE 100. Bon, c'est pas le même niveau historique, mais on est réellement en train de tester des niveaux importants sur le SMI et sur le FTSE.
Donc voilà, il faut les suivre de près ces marchés-là parce qu'ils ont du retard face aux actions de la zone euro. Et à un moment ou à un autre, dans un marché à la recherche d'actifs peut-être en retard de valorisation, ça pourrait clairement bénéficier au marché actions britannique et au marché actions suisse. Donc voilà, vous avez les CFD si cette stratégie vous intéresse. Alors, maintenant je vais répondre à vos questions. Et puis si vous souhaitez que j'évoque d'autres paires de devises, n'hésitez pas à demander. Alors, il y a un certain nombre de commentaires. Le son et l'image sont toujours bons, donc c'est parfait. Le son nettement meilleur que d'habitude, bah écoutez, tant mieux. Alors, première question, que penser du S&P 500? C'est parti. Alors, le S&P 500 a donné hier un signal d'achat. D'un point de vue technique, c'est comme le Dow Jones ou le Nasdaq 100, sauf que je préfère le Nasdaq 100. Pourquoi? Parce qu'il surperforme. La meilleure façon de constater que le Nasdaq 100 surperforme le Dow et le SP500, étant donné que ces marchés sont libellés en dollars US, c'est de comparer leurs performances depuis le début de l'année. Le Dow Jones prend 1% depuis le début de l'année, le Nasdaq 100 prend 4,5% et le S&P 500 2%. En clair, le Nasdaq 100 fait 4 fois mieux que le Dow et 2 fois mieux que le SP500. Je pars du principe que si vous cherchez un véhicule pour jouer la hausse des actions américaines, autant chercher des niveaux de support sur le Nasdaq 100. Quand bien même d'autres marchés vous intéressent, le SP500 hier a donné un signal positif en débordant les 2080 points. Voilà. Je pense qu'il y a quand même une probabilité non négligeable qu'on revienne tester les 2120 points, donc là qui sont clairement les sommets historiques. Est-ce que derrière ça va passer? Bon bah ça c'est une autre paire de manches. Hein. Mais c'est possible. C'est possible. Et de manière générale, le fait que on ait globalement de la part des marchés un abaissement général des anticipations de relèvement des taux aux États-Unis, c'est quand même globalement de nature à soutenir Wall Street. Voilà. Même si le dollar US reste fort. Donc le SP500, je pense qu'on peut rejoindre les 2120 points. Et il y a un premier support à 2080-2084. Alors, quelle est l'influence de la Banque nationale suisse sur l'euro CHF? Alors, moi déjà là, je viens de vous proposer d'envisager la cassure haussière des sommets annuels sur le SMI. En l'état, qu'est-ce qu'on a appris ce matin de la Banque nationale suisse? Elle a réduit ses prévisions de croissance économique en Suisse, en 2015 et en 2016. Elle les a sacrément bien réduites d'ailleurs. Elle est peut-être directement responsable de ça, puisqu'elle a supprimé le taux plancher. Au-delà de ça, la Banque nationale suisse va maintenir durablement aussi ses mesures monétaires accommodantes, et notamment à travers son cycle des taux d'intérêt. Donc qu'est-ce qu'on peut penser de l'euro CHF? C'est une excellente question, car je crois que je n'ai même plus de graphique de l'euro CHF sur la plateforme. Donc promis, un jour je reprendrai le suivi de ces paires de devises. J'ai arrêté parce qu'elles sont un peu trop volatiles à mon goût. Voilà. Donc, mais je reprendrai un jour le suivi de cette paire des paires de devises. Pour le moment, je préfère m'intéresser au dollar américain qui reste haussier et éventuellement à l'indice SMI de la bourse de Zurich. Y a-t-il une corrélation entre l'or et le dollar australien? Alors ça c'est une question en fait qui revient fréquemment. Je vais vous donner une réponse scientifique. On va pas faire de blabla. Je vais vous afficher une table de corrélation entre l'AUD-USD et l'once d'or. Et vous allez pouvoir constater vous-même la réponse. Sur la plateforme, vous avez la possibilité de personnaliser les indicateurs et notamment d'ajouter une table de corrélation. Moi, l'AUD-USD, je pense qu'il va baisser à court terme parce que le dollar américain se reprend. Tout simplement, hier c'était un trou d'air et ça repart.
Je vais mettre ici l'AUD-USD et le Gold, donc le XAU-USD. On va étudier sa corrélation sur, je sais pas moi, on est sur un trimestre, donc sur 60 jours, hein, voilà, 60 séances de bourse. Donc ça charge. Je déplace ça pour y voir un peu plus clair. Donc, le coefficient de corrélation entre l'once d'or et l'AUD-USD sur un trimestre, il est de 0,33. Autant vous dire, il n'y a pas de corrélation. Ou c'est très faible. C'est légèrement positif. En tout cas sur un trimestre. Non, par contre, il y a forcément une corrélation entre le dollar US et l'once d'or. Celle-là, elle est importante. Alors, une question sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Alors moi, j'ai quand même le sentiment que le dollar américain, il fait un espèce de V-bottom. C'est-à-dire qu'il a chuté d'abord de manière impulsive, il se reprend de manière tout aussi impulsive, après avoir effectué un espèce de pullback. Le risque, il est haussier hein, sur le dollar américain, il n'y a pas vraiment photo. Donc là, je pense qu'à très court terme, on va revenir chercher les 12 150 points. On peut caler à 12 150 points, mais franchir les 12 150 points, et derrière, on file à 12 400, etc. etc. quoi. Je peux d'ailleurs même vous calculer une cible théorique. Si jamais le dollar US devait franchir ici les 12 149 points, eh bien, on aurait une cible théorique. Je vais la déterminer en projetant ces extensions. Voilà, on va faire ça proprement. Bon, faudrait déjà donner le signal, hein, c'est pas forcément fait. Voilà, hop, on va faire un truc propre. Donc si le dollar US franchit les 12 150 points, bah, j'aurai des objectifs à 12 280, 12 320 et 12 380. Voilà, bon, 12 400 quoi, en gros. Si on franchit les 12 150, bien sûr. Alors donc sur les indices européens, je vous ai livré ma vue de marché. Pourquoi les sous-jacents en dollars ont baissé à l'annonce du FOMC puisqu'elle était plutôt bonne avec la hausse des taux d'ici quelques mois. Alors ça on en a déjà beaucoup parlé hein, sur l'interprétation, je vous ai livré dans l'introduction la façon dont le marché voyait les choses. Donc voilà, ça c'est un sujet que j'ai déjà évoqué. Le DAX, j'en ai parlé, indice de fabrication, donc le Philly Fed. Le Philly Fed vient de tomber, merci, c'est vrai que j'avais complètement oublié, mais finalement, bon voilà, ça continue. Le Bund reste bien orienté, voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Avant de vous laissez-moi quand même attirer votre attention sur des configurations, cette fois-ci chartistes, qui m'intéressent. Je vous invite notamment à surveiller cette espèce de compression sur le GBP CAD, compression de chartiste en biseau, descendant, susceptible au-dessus des précédents tops de 2014 de relancer la tendance haussière de fond, support majeur 1,8660. Ça c'est un élément important à suivre. Clairement, ce qui est intéressant pour une stratégie dans le sens de la tendance haussière, c'est d'attendre un test d'un 86,60, un 86,70. Surveillez ici cette compression au wedge, car si le marché en sort par le haut, c'est tout simplement la tendance de fond qui reprend. On pouvait aussi avoir des vues de marché assez similaires, je dirais, notamment sur le GBP AUD et le GBP NZD, c'était notamment ce matin, avec notamment le niveau des 1,9190 sur le GBP AUD, ça c'était clairement de nature à m'intéresser. Et donc quant à la livre sterling, et bien voilà, ça fait plus que jamais, c'est la paire majeure sur laquelle il faut suivre la tendance. Les fondamentaux, les nouveaux fondamentaux monétaires britanniques sont bien connus, notamment depuis le discours de McCartney à l'université de Sheffield. C'était la semaine dernière. Target annuel 1,4250 $ sur le GBP USD. Clairement, la tendance est votre amie. La tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Et en ce qui concerne le GBP USD de nombreuses paires en dollars, elle s'est tout simplement relancée hier suite au FOMC.
Voilà, merci d'avoir été attentif à ce point de marché. Vous avez tout à l'heure un nouveau webinaire pédagogique à 18 h. Je vous retrouve en ce qui me concerne demain pour le morning meeting et toute l'après-midi sur notre section news en temps réel, Real Time News. Merci à tous.